spectroscopie des sols qui a débuté le 9 juillet avec une première session de formation intitulée Introduction à la spectroscopie appliquée aux sciences du sol. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre ensemble cette série. Alors, avant de commencer, quelques règles pour ce webinaire. Donc, je vous invite à indiquer dans le chat votre nom, votre institution et votre pays afin que nous puissions mieux connaître notre audience aujourd'hui. Et par ailleurs, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de discussion dédiée aux questions. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Et nous vous rappelons aussi que la boîte de discussion est le seul canal par lequel vous pouvez poser vos questions durant ce webinaire. Euh, alors, je me présente, je m'appelle Iman et je suis le modérateur du ce webinaire. Maintenant, je présente mon ami, mon collègue, notre formateur pour cette session, Monsieur Issam Bala. Issam est un expert reconnu dans le domaine de la spectroscopie appliquée au sol. Il travaille activement à la promotion de méthodes analytiques rapides, peu coûteuses et durables pour évaluer la qualité des sols. Donc, avant de rejoindre la FAO en 2024, Aissam a travaillé pendant 5 ans en tant que professeur de spectroscopie des sols à l'Université Mohammed VI Polytechnique au Maroc, où il a contribué à la mise en place de laboratoires de spectroscopie des sols et a soutenu l'enseignement de la chimie sèche. Aissam est titulaire d'un doctorat portant sur le couplage de la spectroscopie avec la chimiométrie obtenu à l'Université Mohammed V au Maroc. Donc, Aissam nous guidera aujourd'hui à travers les principes fondamentaux de la spectroscopie des sols. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à Aissam. Et donc, Aissam, c'est à toi. Merci beaucoup, Iman. Donc, merci pour cette introduction. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue aujourd'hui avec nous dans ce webinaire. Donc, comme Iman a déjà mentionné, donc, dans ce webinaire s'inscrit dans l'initiative que mène Glossolon dans le développement de nouvelles méthodes qui permettent de contrôler la qualité des sols. Et donc, on a pensé à fournir une sorte de formation en ligne en langue française pour les collègues francophones afin de définir, de vous montrer l'importance de cette technologie. Et par la suite, donc, comme j'ai déjà mentionné dans toutes les séances précédentes, on est disponible à vous assister dans toutes les étapes d'établissement de vos laboratoires, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc, à la FAO, plus précisément à la GSP. Donc, on est à votre disposition. On peut vous assister. Aussi, donc, ce webinaire s'inscrit aussi dans le cadre de la formation de nos collègues tunisiens donc, qui sont nos partenaires dans le cadre du projet Solfer. Donc, c'est une sorte de faire une première introduction en ligne de la méthodologie de spectroscopie de sol. Et par la suite, donc, on aura la possibilité de faire d'autres séances en présentiel en Tunisie, donc très prochainement. Euh, Cette séance marque la troisième séance et normalement c'est la dernière séance dans cette première partie d'introduction à la spectroscopie de sol. Donc, si vous vous rappelez, donc, on a fait déjà deux séances, donc si vous étiez avec nous. Donc, la première séance était une sorte d'introduction à la spectroscopie générale, mais appliquée dans le domaine de sciences de sol. Donc, on a vu, permettez-moi tout d'abord de partager la présentation. Iman, vous pouvez voir la présentation, c'est bon? Oui, tu peux la mettre en mode présentateur? C'est ce que je fais maintenant. Donc, les slides sont fixes, ne Oui, se oui, changent ça pas. bouge OK, pas. Non, ça ne ça bouge pas. bouge pas. D'accord, donc je vais Non, changer. maintenant, ça bouge. Non, non, mais je pense que je dois partager l'écran tout entier, donc pas seulement D'accord. le document, donc tout l'écran. OK, c'est bon. J'espère maintenant que vous pouvez voir les slides Oui, en plein écran. OK.
Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc, on a commencé par une première introduction générale où on a vu quelques définitions du domaine de spectroscopie, quelques définitions du domaine de spectroscopie appliquée au sol. Et donc, on a déjà parlé du terme prédiction et calcul et pas seulement du mot mesure. Comme j'ai déjà précisé, donc on a la différence entre les méthodes spectroscopiques et les méthodes conventionnelles en utilisant les méthodes de chimie humide, donc les méthodes conventionnelles qui sont déjà existantes dans les laboratoires de sol. Donc la différence, c'est que en utilisant les méthodes conventionnelles, donc on mesure chaque propriété à la fois. Donc on a des équipements spécifiques à chaque propriété. On a des protocoles et des méthodes donc normalisées et déjà publiées. Donc, déjà, Glossolon a publié la majorité des propriétés, des méthodes nécessaires pour le contrôle des propriétés de sol. Et la différence, comme j'ai mentionné, c'est que à la fois, en utilisant les méthodes conventionnelles, donc on utilise des équipements spécifiques et des protocoles spécifiques. Et comme l'exemple que je donne toujours, c'est le pH, la conductivité électrique, etc. Donc, on a besoin d'un équipement spécifique qui est le pH mètre dans le cas de pH et d'un EC-mètre et aussi donc, pour mesurer la capacité d'échange cationique. Donc, on a besoin de mesurer la concentration des cations aussi pour les nutriments, etc. Donc, on a besoin d'une panoplie, donc d'un grand nombre d'équipements. Donc, on aura besoin d'un laboratoire qui doit très bien équiper et d'un personnel formé, bien sûr, donc afin de réaliser chaque propriété à la fois en utilisant ou bien en optant pour la méthodologie de spectroscopie de sol. Donc, on n'a pas besoin d'équiper tout le laboratoire avec les méthodes conventionnelles, mais on aura besoin seulement d'un spectrophotomètre, que ce soit de proche, moyen, infrarouge ou bien le Vis-Nir. Donc, ça dépend du type de technologie donc, qu'on préfère utiliser, ça dépend de la nature de nos sols, ça dépend des propriétés qu'on a réussi à prédire, etc. Donc, seulement d'un spectrophotomètre et on aura besoin d'une petite étape de préparation, comme j'ai déjà mentionné. Donc, et dans la spectroscopie de sol, on aura besoin seulement de faire un broyage fin des particules pour améliorer le contact entre le faisceau de laser et un nombre de particules représentatifs de l'échantillon. Et aussi, la deuxième étape de préparation d'échantillons, c'est le séchage des échantillons afin d'éliminer les traces d'humidité donc, qui sont existantes dans les échantillons de sol et qui peuvent influencer le spectre final, le résultat final de l'analyse spectroscopique. Donc, en faisant ça, donc, on aura plus de précision dans les résultats spectrales et donc la sensibilité des équipements aussi augmente. Et par la suite, donc, lorsqu'on utilise des modèles machine learning, donc on aura des erreurs qui sont réduites et les prédictions seront plus réussissantes. Donc, c'est ça généralement la différence entre les deux méthodologies à la fois. Aussi, ce qu'on a vu dans les séances, donc, comme vous pouvez voir, donc, c'est juste à titre de rappel, donc, il y a un grand influence des influences externes de l'échantillon, notamment l'humidité, donc, qu'il faut éliminer afin d'améliorer la qualité des spectres. Et on a vu aussi le cas de couplage avec les méthodes machine learning, donc les modèles machine learning, comment ça se fait. Qu'est-ce que ça veut dire la calibration d'un modèle? Donc, on a vu ça donc, durant la séance précédente. Donc, on a précisé que normalement, dans cette étape de modélisation, on cherche la fonction mathématique qui relie les résultats spectrales qu'on a obtenus avec la matrice de, 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 de propriété ou bien le rapport d'analyse en utilisant les méthodes conventionnelles donc, qu'on a choisi. Par exemple, si dans mon projet, je choisis de prédire le pH et la capacité d'échange cationique, donc j'aurais besoin de réaliser ces analyses-là dans le laboratoire en utilisant la méthode conventionnelle et aussi scanner ces échantillons en utilisant la spectroscopie infrarouge. Et le modèle machine learning que j'utilise, donc généralement, comme j'ai mentionné, donc on a choisi
pour le cas de la spectroscopie sol, dans le cas, c'est la prédiction en utilisant le modèle partial least square regression, ou en français, c'est la méthode de régression moindre carré partiel. Donc, ce modèle va essayer de trouver la corrélation entre les deux matrices, X et Y, X, je note toujours X par rapport au résultat spectral, et Y, c'est la matrice des réponses à prédire. Donc, le modèle va essayer de trouver la corrélation. Donc, le terme corrélation en statistique, c'est la relation mathématique qui relie les deux matrices. Donc, normalement, en changeant les concentrations des éléments ou bien en changeant les valeurs de pH. Donc, les spectres infrarouges changent dans des régions spécifiques. On n'a pas la possibilité de détecter ces régions en utilisant l'inspection visuelle, mais en utilisant les méthodes machine learning. Donc, ils ont cette capacité de détecter le minimum changement dans le spectre. Et comme ça, ce minimum de changement va être lié au changement dans la propriété elle-même. Donc, et par la suite, donc, on aura une sorte de corrélation qui va être traduite en équation mathématique. C'est le modèle machine learning qu'on va utiliser pour faire les prédictions dans le futur. Donc, donc pour les échantillons qu'on va recevoir au laboratoire dans le futur, donc on n'aura pas besoin de faire aucune préparation d'échantillons, ni extraction, ni rien. Donc, on va seulement faire le séchage, le broyage, passer par le spectrophotomètre infrarouge et par la suite faire la projection du spectre qu'on a obtenu sur le modèle qu'on a déjà établi, et on aura la prédiction de la propriété d'intérêt donc qu'on a déjà calibré. Donc, le travail va être plus facile pour les gens, donc les techniciens, les ingénieurs, surtout les gens qui travaillent dans le champ, donc dans les fermes, etc. Donc, comme la spectroscopie fournit des outils mobiles, donc on peut transporter dans les fermes. Et comme ça, donc, on aura des outils qui peuvent fournir des résultats instantanés et qui vont nous aider à prendre des décisions rapides, donc pour corriger quelques carences ou bien pour améliorer quelques qualités de sol, notamment l'utilisation des liming pour le changement de pH, etc. Donc, on a vu que déjà le processus de calibration ou bien le processus d'établissement d'un modèle de spectroscopie de sol, c'est pas quelque chose de facile, comme c'est un investissement de départ, un grand investissement de départ, comme on aura besoin de collecter un grand nombre d'échantillons dans la région d'intérêt, donc la région qui nous intéresse, la région qu'on veut établir la spectroscopie de sol dans cette région-là. Donc, on doit collecter un grand nombre, donc on doit représenter toute la variabilité. On ne peut pas représenter toute la variabilité des sols, donc on connaît tous, donc les sols généralement sont très très variables. Donc, on fait notre maximum afin de collecter le maximum de variabilité dans cette région-là. Et par la suite, après la collecte d'un nombre représentatif d'échantillons, donc on doit réaliser les analyses chimiques ou physico-chimiques en utilisant les méthodes conventionnelles, et on doit aussi faire le scan en utilisant les méthodes spectroscopiques. Donc cette première étape-là donc, s'appelle l'étape d'établissement ou bien de construction de la base de données. Donc après construire notre base de données, donc on passe à l'étape de calibration. Donc comme j'ai déjà expliqué dans la partie modélisation, donc le modèle va établir la relation qui relie les deux matrices spectrales et analyse chimique par méthode conventionnelle. Et cette relation qui est généralement en statistique, la corrélation, va être traduite en un modèle mathématique donc, qu'on va utiliser pour les échantillons futurs. Donc, comme j'ai mentionné, donc, dans le futur, donc, le travail sera plus facile pour les techniciens de laboratoire et pour la personne, le responsable. Donc, seulement faire le broyage, séchage, scan, projection sur le modèle et établissement du rapport final. Donc, normalement, toutes les dernières étapes sont automatiques, donc se font automatiquement. Donc, il suffit de préparer l'échantillon, le scanner, et par la suite, la projection, l'établissement de rapport d'analyse, etc. Donc, toutes ces étapes donc, peuvent être automatisées en utilisant les algorithmes donc, de machine learning. Donc, et par la suite, donc, on peut délivrer les résultats avec une précision selon le modèle qu'on a obtenu. Donc, comme j'ai déjà aussi montré, donc, qu'il faut valider le modèle, qu'il faut
être sûr des résultats qu'on va délivrer dans le rapport d'analyse. Donc, pour cela, donc, on a vu trois types de validation, deux validations internes et une validation externe. Pour la validation interne, donc, on utilise le R carré, le coefficient de corrélation, donc, qui nous donne une idée sur la linéarité entre les valeurs réelles obtenues par les méthodes conventionnelles et les valeurs prédites par le modèle. Donc, comme j'ai déjà expliqué, si la valeur de R carré est proche de 1, donc notre modèle est plus linéaire et donc les résultats sont plus sûrs. Et la distance entre la valeur prédite et la valeur réelle sont très courtes. Et comme ça, donc, on peut être sûr que le modèle délivre des résultats qui sont proches de la réalité. Mais si la valeur de R carré est minimale, donc proche de zéro, donc, là, ça nous indique qu'il y a une grande distance entre les valeurs réelles et les valeurs prédites par le modèle. Et par la suite, cette distance, ça représente l'erreur. Et donc, le modèle va prédire, va donner des résultats, c'est sûr, mais le problème, c'est que ces résultats sont erronés et les erreurs sont vraiment existants là-bas. Donc, il faut revoir le modèle, il faut refaire les étapes de pré-traitement, de criblage, d'élimination des échantillons aberrants, etc., afin d'améliorer la qualité de prédiction du modèle. Le deuxième type de validation qu'on a vu, une autre validation interne, c'est la cross-validation. Donc, j'ai déjà montré comment se fait la cross-validation. Donc, chaque fois, on élimine l'un des individus qu'on a dans la population. Donc, on élimine un échantillon du groupe d'échantillons qu'on a. On calibre le modèle en utilisant les restes d'échantillons et par la suite, donc, on valide par l'échantillon qu'on a éliminé. On aura la possibilité ici de calculer chaque fois une valeur d'erreur. Donc, c'est la différence entre la valeur prédite par le modèle et la valeur réelle donc, qu'on a mesurée en utilisant la méthode conventionnelle. Et en répétant cette opération n fois, donc c'est le nombre d'échantillons qu'on a, donc on aura la possibilité de calculer la valeur de root mean squared error of cross-validation. C'est l'erreur moyenne de cross-validation donc qui représente la moyenne des valeurs, la moyenne des erreurs obtenues chaque fois qu'on fait la cross-validation. Et la dernière validation qu'on a vue, c'est une validation externe, en utilisant un groupe de tests. Donc, comme j'ai mentionné, donc, il y a plusieurs algorithmes qui peuvent être utilisés dans ce cas. Dans notre cas, donc, j'ai déjà montré qu'on a utilisé un algorithme très simple donc, qui divise le data initial donc, en deux groupes, donc 70% pour calibration et 30% de nombre d'échantillons donc, pour validation. Donc, on utilise les 70% donc, initial donc, pour calibrer le modèle, pour avoir l'équation mathématique déjà calculée. Et par la suite, donc, on utilise les 30% qu'on a cachés pour vérifier la qualité des prédictions. Donc, on les utilise comme des échantillons inconnus. Donc, ça représente la même chose que recevoir des échantillons, de nouveaux échantillons des clients. Donc, comme ça, donc, on aura la possibilité de calculer la valeur moyenne de prédiction, le root mean squared error of prediction, c'est RMSEP. Donc, cette valeur de RMSEP représente une sorte d'incertitude donc qu'on doit communiquer dans les rapports d'analyse. Donc, comme on connaît tous, donc un rapport d'analyse qui ne contient pas une valeur d'incertitude dans les méthodes conventionnelles, donc c'est un rapport qui n'est pas complet. Donc, c'est la même chose dans le cas de la spectroscopie. Donc, on doit toujours communiquer la valeur la valeur moyenne de l'erreur de prédiction. Donc, comme ça donne une idée initiale à la personne qui va lire le rapport sur la valeur de l'erreur donc, qu'on a dans notre modèle de spectroscopie de sol.
Donc, après réaliser ces trois validations, donc on a une dizaine d'autres paramètres qui peuvent être calculés, mais les trois que j'ai présentés ici donc, sont les plus utilisés dans le domaine de la spectroscopie de sol. Donc, lorsque vous allez obtenir des valeurs de R carré qui sont de bonne qualité, par exemple, un R carré de 0,8 pour le pH, par exemple, une valeur de cross-validation, l'erreur moyenne de cross-validation de 0,1, donc un pH de 0,1, une valeur de validation externe d'erreur moyenne de prédiction de 0,1. Donc, on peut délivrer des résultats sûrs, donc on sera capable de dire que notre modèle est de bonne qualité et les résultats qui vont être délivrés dans le futur donc, vont être de bonne qualité aussi. Euh, Maintenant, donc, euh, on passe à la prochaine étape. Donc, comme j'ai déjà mentionné, l'importance de cette technologie, l'importance de cette nouvelle méthodologie, c'est qu'elle fournit des outils qui peuvent être transportés dans les champs, dans les fermes. Donc, ces outils mobiles peuvent faciliter la tâche aux personnes donc, qui ont de l'intérêt à contrôler la qualité des propriétés du sol dans un endroit spécifique. Donc, on n'aura pas besoin, après l'établissement du modèle, bien sûr, donc on n'aura pas besoin de collecter les échantillons, les envoyer à un laboratoire très loin dans une autre ville et attendre des semaines avant d'obtenir les résultats. Donc, dans ce cas-là, donc, lorsque les clients appellent, donc, le technicien peut partir dans la ferme avec le spectro-infrarouge. Donc, il peut réaliser les scans sur le champ. Et par la suite, donc, lorsqu'il est connecté à l'Internet, donc, il peut utiliser l'Internet pour avoir la prédiction donc, dans quelques minutes. Donc, comme ça, donc, on améliore la rapidité d'obtention des résultats d'analyse de sol. Euh, Dans les slides donc, qui vont venir, donc, je vais essayer de vous présenter quelques résultats, quelques exemples de modèles qu'on a calibrés pour quelques propriétés de sol. Notamment, donc, on commence par le carbone total. Donc, c'est un modèle donc, qui a été calibré à l'UM6P au Maroc. Donc, ces résultats sont déjà publiés. Donc, ce modèle-là, donc, pour la prédiction du carbone, donc, la première des choses qu'on doit vérifier, c'est la valeur de R carré ou bien le coefficient de corrélation. Donc, dans ce cas, le coefficient de corrélation était 0,99. Donc, c'est une très bonne valeur. On peut dire une valeur parfaite. Et la valeur de prédiction, la valeur moyenne de l'erreur de prédiction était de 0,2%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je vais utiliser mon modèle, ce modèle-là, pour faire les prédictions sur les échantillons de futur, donc la valeur que je vais communiquer donc, sera avec une erreur de prédiction de 0,2%. Donc, c'est une valeur d'erreur très réduite et donc le modèle il est déjà de bonne qualité. Et pour confirmer ça, donc, on a utilisé des échantillons, donc de nouveaux échantillons qui sont un set ou bien un groupe de validation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va comparer les résultats obtenus par la méthode conventionnelle qui est généralement dans ce cas pour le carbone total. C'est la méthode de combustion par l'analyse élémentaire de carbone, hydrogène, soufre et azote. Donc là, comme vous pouvez remarquer ici, donc on a ce tableau-là compare les valeurs réelles obtenues par la méthode combustion et les valeurs prédites par le modèle. Et on a la différence ici. Donc pour cet échantillon, par exemple, donc la valeur réelle mesurée par la méthode conventionnelle était de 2,2% et la valeur prédite par le modèle était de 2,4. Donc, sont très proches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'utilise la méthode conventionnelle de combustion, donc je suis sûr que vous connaissez cette méthode-là, donc on a besoin tout d'abord d'équiper le laboratoire avec un équipement qui coûte très cher. Et par la suite, donc, on aura besoin de réaliser le broyage, le premier séchage, etc. Et par la suite, cet équipement, donc, pour l'utiliser, donc, on a besoin
de gaz, on a besoin de capsules, donc de porte-échantillons, etc. Donc, c'est un investissement. Donc, le coût d'analyse dans ce cas-là, donc, c'est un coût moyennement élevé. Donc, pour réaliser l'analyse de carbone total, je pense que la valeur moyenne pour avoir cette analyse-là, donc c'est aux alentours de 15 dollars à 20 dollars. Donc, mais en utilisant la spectroscopie, donc dans ce cas, donc, on n'a pas besoin d'investir dans aucun gaz ni préparation. Donc, le modèle a déjà pris des 2,4, donc c'est une valeur très acceptable. Et donc, on n'a pas besoin de partir vers l'équipement de méthode conventionnelle. La même chose pour le deuxième échantillon. Donc, vous pouvez voir ici, donc, la valeur réelle était de 0,9 et la valeur prédite était de 1,1%. Donc, on parle ici de pourcentage. Donc, vous pouvez remarquer que l'erreur, la valeur de l'erreur était très minimale. Et donc, ce modèle-là est très réussissant. Mais afin de détecter si le modèle est un modèle vraiment vivant qui réagit lorsqu'on utilise des échantillons qui ont un grand pourcentage de carbone, par exemple sur l'échantillon numéro 180 ici. Donc, vous pouvez remarquer ici que la valeur réelle par la méthode de combustion, c'est 5,7 par exemple ici, et la valeur prédite par le modèle était de 5,3. Donc, on peut voir que le modèle déjà réagit lorsqu'un échantillon contient un grand pourcentage. Donc, le modèle aussi prédit avec un grand pourcentage. Donc, donc, on appelle ça un modèle vivant et pas un modèle mort. Un modèle mort, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le risque d'utilisation des méthodes de machine learning, c'est que à chaque fois, il va fournir des résultats. Mais le problème, c'est que si le modèle, chaque fois, nous prédit des valeurs plus ou moins fixes, par exemple, des fois, on peut avoir des modèles qui peuvent prédire toujours dans les alentours de 1 à 2,5 par exemple. Donc toujours, ils vont prédire dans cette région-là. Pourquoi? Parce que le modèle, déjà, il n'est pas de bonne qualité. Donc, comme j'ai déjà mentionné la dernière fois, le learning, donc la calibration n'était pas faite donc, en prenant en considération que le modèle, il doit être interactif. Donc, le modèle doit réagir avec les échantillons qui contiennent des concentrations différentes lorsqu'on fait la calibration. Donc, dans ce cas-là, donc, on a déjà décidé que le modèle était de bonne qualité. Donc, déjà, ça a été confirmé en utilisant les échantillons de validation et même en faisant appel aux coefficients, on appelle les métriques de vérification, sont le coefficient de corrélation, l'erreur moyenne de prédiction, RPD, etc. Donc, on a plusieurs paramètres qu'on peut calculer, donc qu'on peut se baser pour, pour vérifier la qualité des modèles, etc. Le deuxième modèle donc, qu'on a calibré, c'était un modèle pour le pourcentage en carbone organique. Donc, maintenant, dans ce cas-là, donc, vous connaissez le protocole. Donc, il faut faire une attaque à l'acide et par la suite passer par la même méthode qui est la méthode de combustion. Donc, dans ce cas-là, donc, ce modèle était aussi de très bonne qualité, donc avec un coefficient de corrélation de 0,97 et une valeur d'erreur moyenne de prédiction de 0,2%. Donc, vous pouvez déjà remarquer la linéarité donc, entre le modèle, les valeurs prédites par le modèle et les valeurs réelles donc, des échantillons. Et ça a été confirmé par l'utilisation du set de validation ou bien le groupe de validation. Donc, toujours, donc, il faut faire la première vérification sur les coefficients et par la suite vérifier sur les échantillons de validation. Donc, ces échantillons de validation, c'est la même chose qu'un échantillon qu'on va recevoir, d'un nouveau échantillon qu'on va recevoir au laboratoire. Donc, comment s'assurer que le résultat qu'on va délivrer respecte les normes et la valeur de l'erreur est acceptable. Donc, comme sur le premier échantillon, par exemple. Donc, la valeur réelle mesurée par l'équipement de combustion donc, était de 2,2% et la valeur prédite par le modèle était de 2,3%. Donc, ce sont des valeurs qui sont très proches. La même chose pour la valeur du deuxième échantillon. Donc, on avait 0,09%. Donc, et la même chose ici. Donc, la prédiction par le modèle de spectroscopie de sol était de 1,1%.
La même chose pour les valeurs, donc les grandes valeurs. Ici, ici, par exemple, pour l'échantillon 180, donc la valeur mesurée réellement par la méthode de combustion était de 5,7% et la méthode prédite par le modèle, donc c'est 5,3%. Donc on peut déjà voir que le modèle aussi, dans ce cas, il est vivant, il est interactif. Donc lorsqu'on change de concentration, lorsqu'on change de valeur dans les méthodes conventionnelles, donc le modèle aussi donc réagit et il nous donne des prédictions qui sont plus ou moins similaires à ceux obtenus par les méthodes conventionnelles. La même chose a été obtenue pour le pH. Donc, ici, c'est le pH dans l'eau. Donc, la valeur de coefficient de corrélation était de 0,95 et la valeur moyenne de l'erreur de prédiction était de 0,3 unité pH. Donc, ce sont des valeurs qui sont très acceptables dans le cas de l'analyse des sols. Donc, pour le rapport d'analyse qu'on va délivrer, donc on va dire au client dans les prédictions qu'on va vous fournir, donc le taux d'erreur c'est 0,3 unités de pH. Donc, si la valeur qu'on va délivrer c'est de 7, par exemple, donc la valeur réelle peut être 7,3 ou bien 6,7. Donc, ce sont la marge est très réduite, donc et l'erreur est très minimale, donc c'est acceptable. Et comme toujours, donc, ça a été confirmé par l'utilisation du groupe de validation. Donc, ce sont des échantillons inconnus au modèle. Donc, on a utilisé pour valider le modèle afin de s'assurer que les valeurs fournies par le modèle sont proches des valeurs réelles. Par exemple, pour le premier échantillon ici, donc la valeur réelle mesurée par la méthode de pH mètre, donc après l'extraction, mesure du pH avec l'électrode de pH, etc. Donc, c'était de 7,8 pH. Et la valeur prédite était de 8. Donc, la différence est 0,2 unité pH. Donc, c'est très proche. La même chose pour l'échantillon, par exemple, 230. Donc, la valeur mesurée par le pH mètre était de 7,8. C'est 7,85 et la valeur prédite par le modèle était de 7,88. Donc, sont vraiment similaires. Donc, dans ce cas, pour cet échantillon-là. Donc, c'est vraiment une réussite. Donc, et c'est la même chose pour la majorité des échantillons de validation. Et c'est à partir de cette différence-là, donc, on a calculé la valeur de l'erreur moyenne de prédiction. Donc, ici, c'est la moyenne des différences ou bien la moyenne des erreurs de prédiction qu'on a eues. Donc, c'est un modèle aussi réussissant. La même chose pour l'autre propriété qui est la CEC, la capacité d'échange cationique. Donc, la même chose, le modèle était très linéaire avec un coefficient de corrélation de 0,94 et une valeur de prédiction, une valeur de l'erreur de prédiction moyenne qui était de 4,25 unités CEC. Donc, ce sont des valeurs vraiment très réduites. Donc, ça a été confirmé aussi par les échantillons de validation. Donc, on a obtenu pour le premier échantillon une valeur prédite de 27,8. Donc, alors que la valeur réelle mesurée donc, en utilisant, après la mesure des concentrations des cations, etc., donc, était de 25,9. Donc, la différence, c'est 1,92. Donc, c'est vraiment une erreur qui est très réduite. La même chose pour le deuxième échantillon. Donc, vous pouvez remarquer que la valeur CE réelle de 22,61 et la valeur prédite, c'est de 22,54. Donc, ça vous montre déjà, ça montre l'importance et la précision, comme j'ai déjà mentionné. Donc, dans tous les slides que j'ai présentés durant ce webinaire, cette série de webinaires, donc, j'ai déjà mentionné que l'importance de cette technologie, c'est que on a vu qu'elle ne consomme pas de temps, donc les analyses sont rapides, transportables, donc on peut réaliser des analyses sur le champ, des méthodes qui n'utilisent aucun produit chimique, mais j'ai insisté sur la précision. Donc j'ai déjà dit que pour quelques propriétés, donc la précision est vraiment haute, et donc on peut dire que ces méthodes-là, donc quelquefois, peuvent être similaires aux méthodes conventionnelles. Donc, pour les trois propriétés que j'ai présentées ici, par exemple pour le carbone total, le carbone organique et pour la capacité d'échange cationique, donc c'est pour le même groupe. Donc, on peut faire un scan
en utilisant l'infrarouge, donc dans quelques minutes. Et par la suite, donc, on peut faire la projection sur les trois modèles et avoir à partir du même scan les trois valeurs de carbone total, carbone organique et CEC. Et c'est aussi, si on peut calibrer d'autres propriétés de bonne qualité, donc on peut avoir l'information totale sur la totalité des propriétés en utilisant un simple scan par l'infrarouge. Donc, c'est le même spectre utilisé pour prédire toutes les propriétés qu'on peut calibrer. La même chose pour l'azote total. Donc, le modèle était vraiment très linéaire. Donc, la valeur de coefficient de corrélation, c'est 0,96. Et la valeur moyenne de prédiction, donc, et de l'erreur de prédiction était de 0,02%. Donc, c'est vraiment très précis. Et ça peut être déjà, donc on peut déjà contrôler ça en utilisant les échantillons de validation. Donc, ce sont des échantillons qui contiennent vraiment des traces d'azote. Donc, c'est pas vraiment riche. Donc, 0,135%. Et la valeur prédite était de 0,14. Donc, c'est vraiment très proche. Et même, comme j'ai déjà mentionné, c'est interactif. Donc, lorsqu'on a un échantillon qui contient 0,05, donc la valeur prédite était de 0,05. Donc, c'est vraiment très sensible aux variations des valeurs réelles et valeurs prédites par le modèle. Même pour quelques minéraux, le cas de calcium, donc on peut déjà prédire le calcium dans ce lot d'échantillons, donc sur ces échantillons-là. Donc le modèle était vraiment de bonne qualité avec un coefficient de corrélation de 0,97 et une valeur de prédiction moyenne, c'est de l'erreur de 2,27. Et la même chose, donc on confirme en utilisant les méthodes, le set de validation, etc. Donc ça vous montre déjà pour les quatre propriétés ou bien les cinq propriétés que j'ai déjà montrées ici. Donc on peut les prédire toutes en utilisant le même modèle et le même spectre. Donc c'est vraiment de bonne qualité. Mais aussi, donc on peut pas vraiment avoir de bonne qualité dans tous les résultats, donc pour toutes les propriétés qu'on a, parce qu'on a plusieurs contraintes qui peuvent influencer la qualité du modèle, comme j'ai déjà précisé dans la première séance. Donc, la première des choses, c'est la qualité, la qualité des prélèvements de sol. Donc, l'étape d'échantillonnage aussi joue un rôle dans la réussite des modèles de spectroscopie de sol. Aussi, la méthode de préparation, la méthode de conservation, les méthodes d'analyse utilisées, le technicien qui réalise les analyses, donc tout ça donc, influence les modèles qu'on va calibrer. Donc, c'est sûr, lorsqu'on fournit déjà des erreurs dans la méthode conventionnelle, donc ça influence le modèle et ça va baisser la qualité des prédictions qu'on va obtenir. Donc, pour réussir un modèle de spectroscopie de sol, donc il faut prendre en considération tous ces facteurs-là dès la première étape. Donc, dès l'échantillonnage, donc il faut être précis, il faut essayer de collecter en respectant la méthode qu'on a choisie, en respectant les normes. Et même lorsqu'on transporte les échantillons vers le laboratoire, donc il faut préciser la méthode à utiliser pour la préparation, pour les analyses, pour le contrôle de qualité des résultats, etc. Donc, si on ne fait pas attention à ces facteurs-là, donc vraiment, on ne peut pas attendre des modèles de bonne qualité. Donc, on a vu déjà des expériences de quelques projets donc, qui ont pu calibrer une vingtaine de propriétés. Donc, donc maintenant, ils peuvent faire toutes les propriétés en même temps, donc sans aucun souci. Mais on a aussi des expériences de calcul laboratoire qui n'ont réussi à prédire aucune propriété. Donc, dans ce cas-là, donc, la base de données était fausse et par la suite, le modèle machine learning, donc c'est du learning, donc c'est de l'apprentissage du modèle. Donc, si l'apprentissage est erroné dès la première étape, donc les modèles même peuvent être erronés et on ne peut pas dire qu'on peut prédire juste une propriété. Donc, pour ce cas, dans notre cas, donc, pour le magnésium, donc, c'était vraiment de bonne qualité aussi. Mais pour les autres, donc, pour le fer, était aussi bonne. Pour le potassium, c'était médiocre.
Mais pour le cuivre, le manganèse, pour le zinc, pour le phosphore, donc c'était vraiment la, la qualité des modèles était très faible, comme j'ai déjà classé. Donc, ce sont des modèles pauvres, donc qu'on ne peut pas s'assurer pour faire la prédiction. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit refaire le travail sur la base de données, donc pour l'étape de cleaning, pour l'étape de pré-processing, etc. Mais aussi, donc, sinon, donc, on doit revoir la base de données dès la première partie, donc on doit refaire les analyses sur quelques échantillons afin de s'assurer que les résultats qui ont été délivrés par les méthodes conventionnelles étaient de bonne qualité, etc. Donc, ce sont des essais qu'on peut faire pour améliorer la qualité dans le modèle de prédiction. Donc, pour résumer, donc, ce que j'ai essayé de présenter durant cette série de webinaires, donc, c'était juste, comme j'ai déjà mentionné, c'était juste une introduction à la spectroscopie de sol. Donc, je ne peux pas vraiment couvrir toute la spectroscopie de sol, mais je vais vous montrer dans les slides qui vont venir comment on peut mettre en place un laboratoire de spectroscopie de sol. Et par la suite, je vais vous présenter l'une des publications qu'on vient de publier donc la semaine passée. Donc, on a publié une traduction d'une publication qu'on avait à la FAO, donc, qui concerne la spectroscopie de sol. Maintenant, il est disponible en français, donc je vais la partager avec vous. Donc, cette publication couvre toutes les étapes que j'ai mentionnées et même l'important dans cette publication, c'est qu'elle couvre aussi la partie de modélisation en utilisant R, donc c'est le langage de programmation. Donc, seulement, il suffit d'avoir le R sur votre ordinateur et avoir la base de données déjà établie, donc les analyses faites sur les échantillons, suivre seulement les étapes dans cette publication-là, donc et vous allez être capable de faire, de calibrer les modèles donc rapidement. Donc, comme j'ai mentionné, la mise en place d'un laboratoire de chimie sèche ou bien de spectroscopie de sol, donc c'est plus facile que mettre en place un laboratoire de chimie humide, donc de méthode conventionnelle, parce que dans ce cas-là, donc on n'a pas besoin d'investir pour acquérir la majorité des équipements, donc on aura besoin pour les méthodes conventionnelles notamment la chromatographie ionique, l'ICP, les différents petits équipements nécessaires pour le pH, pour la conductivité électrique, euh, aussi les réactifs chimiques, etc. Donc, dans ce cas-là, pour les laboratoires de chimie sèche, donc, on aura besoin seulement de deux étapes de préparation d'échantillons qui sont le broyage et le séchage. Pour le broyage, il y a plusieurs technologies qu'on peut utiliser. Donc, dans ce cas, donc, je présente ici deux exemples qui sont le broyage amorti électronique, donc c'est automatique, donc on n'a pas besoin de broyer à la main, mais c'est automatique, ça se fait automatiquement, donc il suffit de mettre dans le bol ici donc la quantité suffisante d'échantillons. Lorsque je dis suffisante, donc c'est pas la même chose pour les méthodes conventionnelles, donc on utilise 300, 200 grammes, mais ici dans la spectroscopie, on aura besoin seulement de 1, 2 grammes, 3 grammes, donc ça sera suffisant pour nous. Donc, il suffit de mettre 2 grammes d'échantillon de sol ici et lancer le broyage. Aussi, on a des méthodes de broyage à billes métalliques. Donc, c'est un autre type de technologie, donc, mais le résultat final, donc, c'est la même chose. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une taille de particules qui est le minimum possible, donc le plus fin possible, afin d'améliorer le contact entre le laser, donc, comme j'ai déjà insisté, le laser a un diamètre bien spécifique. Donc, le diamètre du laser, généralement, c'est entre 1 à 2 millimètres. Donc, si on utilise des particules, de grosses particules, donc on a le risque que le faisceau de laser soit en contact avec seulement une seule particule et le résultat qu'on va obtenir, le résultat spectral, donc ne sera pas représentatif de l'échantillon tout entier, mais en minimisant la taille des particules, donc en réalisant l'opération de broyage, donc on va s'assurer que le faisceau de laser sera en contact avec plusieurs particules et comme ça, donc on améliore le contact et on améliore la représentativité des résultats. Aussi, pour le séchage, donc il nous suffit d'avoir un étuve, donc ici c'est un étuve normal,
On n'a pas besoin de grandes températures, comme on essaie le maximum de conserver la partie chimique et la composition chimique des échantillons. Donc, on ne doit pas influencer la, la, la- la composition de l'échantillon. C'est pourquoi on recommande toujours d'utiliser des températures de 37 à 39 degrés pendant la durée donc, suffisante. Donc, ça dépend des échantillons, l'état des échantillons, est-ce qu'ils sont humides ou non. Donc, généralement, la recommandation, c'est entre 4 à 24 heures, donc selon la nature des échantillons. Et après le séchage, donc, on passe directement au scan par les méthodes spectroscopiques. Donc, ici, j'ai présenté trois types de régions ou bien de technologies infrarouges. Donc, pour le moyen infrarouge, on a deux. On a le Tensor. Ce sont des équipements de laboratoire, sont des équipements, donc de gros équipements donc installés dans le laboratoire. Et on a des équipements mobiles donc qu'on peut transporter avec nous dans les fermes, dans les champs, etc. Pour la région du Visnir ou bien du Nir, de proche infrarouge, donc, c'est vraiment plus mobile. Donc, on a des équipements de petite taille, donc qu'on peut transporter avec nous confortablement et qu'on peut réaliser les analyses dans le champ, donc sans aucun souci. Donc, ces technologies infrarouges déjà ont montré de bonnes capacités à prédire plusieurs propriétés, notamment la partie du carbone, que ce soit total, organique, minéral, etc. Le pH, l'azote, la texture, la- les concentrations des éléments extractables, notamment l'aluminium, calcium, magnésium, la capacité d'échange cationique, le phosphore dans quelques cas, donc en utilisant le Visnir et parfois aussi des méthodes laser comme le LIPS, donc peuvent aussi fournir des résultats de bonne qualité, mais aussi on peut prédire quelques propriétés physiques de sol, notamment les capacités, la capacité de rétention d'eau, etc. Donc, donc on peut couvrir un grand nombre de propriétés, mais ça dépend du modèle qu'on va obtenir. Donc, ça dépend de toutes les étapes que j'ai mentionnées. Ça dépend du respect des protocoles, etc. Donc, on peut avoir des modèles, une méthode sur spectroscopie donc, qui va vous permettre de prédire une dizaine de propriétés, mais si on ne respecte pas ces normes-là, donc on peut avoir des modèles donc, qui peuvent prédire seulement une, deux ou des fois, donc on peut prédire aucune propriété. Donc, ça dépend de la qualité des données qu'on a. Aussi, dans le laboratoire de spectroscopie de sol, on recommande quelquefois d'avoir quelques équipements spécifiques, notamment pour le nettoyage de l'équipement, le nettoyage des portes échantillons, etc. Donc, comme le cas, donc, avoir une hotte de laboratoire équipée d'un pistolet de nettoyage à air comprimé. Donc, cela permet d'éliminer les poussières, d'éliminer le reste de sol sans être besoin de partir à chaque fois vers l'eau et vers le nettoyage avec l'eau. Donc, comme ici, donc, on a déjà appelé ce type de laboratoire chimie sèche. Donc, on n'a pas besoin d'eau. Donc, on évite d'utiliser l'eau et parce que les équipements sont sensibles aux traces d'eau. Donc, si on introduit l'eau lors du nettoyage, etc., donc on aura aussi un risque d'avoir des résultats donc, qui sont influencés par cette opération de nettoyage. Pour les prochains deux slides, donc, je vais vous présenter un exemple de laboratoire donc, que j'ai contribué à la mise en place à l'Université Mohamed VI Polytechnique au Maroc. Donc, c'était un laboratoire de spectroscopie de sol. Donc, comme j'ai dit, j'ai contribué avec plusieurs collègues donc, que je remercie vraiment pour leur support à réussir cet objectif-là. Donc, un laboratoire de spectroscopie de sol, c'est la même chose pour la partie réception et préparation. Donc, on doit être équipé, par exemple, dans la réception, on doit avoir des outils qui permettent d'avoir de codifier les échantillons, etc., comme ici le lecteur Codabar avec une imprimante de Codabar, etc. Pour la partie préparation d'échantillons, donc il faut avoir des broyeurs, des étuves, donc ça dépend
ça dépend du nombre d'échantillons que vous recevez dans votre laboratoire. Donc, si vous recevez, like, par exemple, quelques échantillons par semaine, donc il suffit d'avoir des étuves de petite taille et un seul broyeur. Mais si vous recevez une centaine d'échantillons, donc il faut être bien équipé, il faut avoir plusieurs broyeurs et avoir des étuves de grande taille. Comme ça, vous allez être sûr que la partie préparation ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps et va permettre d'être équivalent, encore une fois, aux méthodes conventionnelles dans la consommation du temps. Aussi, donc, on propose quelques solutions pour les échantillons en attente, donc après le séchage, en attendant de les passer par spectroscopie. Donc, il y a des chambres de séchage. C'est le même principe qu'un dessiccateur. Donc, il y a un dessicant, un produit dessicant donc, en bas. Et vous pouvez mettre les échantillons après, après qu'ils sont sortis de l'étuve, donc dans cette chambre de séchage, afin d'éviter qu'elle absorbe de l'humidité, encore une fois, de l'environnement. Donc, comme ça, on est sûr de ne pas contaminer nos échantillons par l'humidité de l'environnement. Euh, la mise en place, ça diffère selon l'espace que vous avez, selon les équipements que vous avez, mais vraiment, une salle donc, sera suffisante pour un laboratoire de spectroscopie de sol. Donc, une petite salle pour la préparation séparée et une salle comme celle-là, analytique. Donc, dans cette salle-là, donc, on a déjà mis en place tous les équipements spectroscopiques donc, qui sont de grosse taille ou bien mobiles. Donc, on a plusieurs types de technologies donc, qu'on peut installer dans le même laboratoire sans aucun problème. Donc, c'est comme ça, donc c'est ça la différence entre un laboratoire de spectroscopie de sol et un laboratoire de chimie conventionnelle qu'on trouve déjà existant dans plusieurs pays. Donc, en conclusion de notre webinaire, donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Donc, j'ai essayé de comparer deux types de technologies donc, qu'on peut avoir dans le marché de l'analyse des sols dans le domaine agricole, donc qui sont les méthodes conventionnelles et les méthodes par spectroscopie de sol. Donc, comme j'ai déjà dit et j'insiste, on n'essaie pas de remplacer entièrement les méthodes conventionnelles, on n'essaie pas de fermer les laboratoires de chimie conventionnelle, mais on essaie de fournir des outils qui peuvent faciliter la tâche dans quelques situations. Dans quelques pays, c'est difficile de trouver un laboratoire, c'est difficile d'équiper un laboratoire d'analyse de sol. Donc, comme ça, donc, on propose seulement avoir un équipement et avoir une base de données déjà préétablie. Donc, on peut réaliser les analyses quotidiennement sans aucun souci en utilisant la spectroscopie de sol. Mais si on a la possibilité, si les laboratoires sont disponibles et le budget sont disponibles, donc on recommande de partir vers la partie conventionnelle de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure sensibilité, c'est la meilleure qualité des résultats. Mais si on travaille dans le terrain, si on aura besoin de réaliser des analyses rapides, d'avoir une information rapide sur le sol, donc on peut aussi faire appel à la spectroscopie afin d'améliorer les conditions de travail donc, dans ce cas. Donc, la comparaison, donc ici dans ce cas, donc, c'est à propos de la durée d'analyse. Donc, la spectroscopie, c'est quelques minutes. Pour les méthodes conventionnelles, donc, on connaît tous, donc ça peut prendre des jours et des semaines. Pour les coûts, donc, comme j'ai mentionné, le coût d'analyse par spectroscopie, c'est quelques dollars. Généralement, ça ne dépasse pas les 5 dollars par échantillon. Pour les méthodes conventionnelles, pour scanner un échantillon, pour scanner une dizaine de propriétés, donc il faut payer aux alentours de 100 dollars. Je parle des dollars américains. Aussi par rapport à la nécessité d'équipement, donc dans la spectroscopie, un seul équipement nécessaire. Par contre, pour les méthodes conventionnelles, donc on doit acquérir un équipement par propriété, donc parce que on ne peut pas mesurer toutes les propriétés par le même équipement. Donc, on doit avoir un pH mètre, conductimètre,
avoir l'ICP, avoir la chromato-ionique, avoir les autres méthodes nécessaires. Donc, comme ça, c'est un grand investissement. Aussi, ce sont des méthodes écologiques. Pourquoi écologiques? Parce que, comme j'ai mentionné, les méthodes spectroscopiques, ça entre dans les méthodes de chimie verte. Chimie verte, pourquoi? Parce qu'on n'utilise aucun produit chimique. On produit aucun déchet donc dangereux. Par contre, dans le cas des méthodes conventionnelles, donc on doit toujours faire appel aux produits chimiques, aux acides, aux solvants, etc., pour faire les extractions, pour faire les minéralisations, etc. Donc, ce sont des méthodes qui utilisent beaucoup de produits chimiques. Et lorsqu'on utilise un produit chimique, donc c'est sûr qu'on va produire des déchets qui doivent être traités. Donc, il y a maintenant des normes internationales qui exigent le traitement de ces déchets-là avant leur rejet dans l'environnement. Et pour éviter d'avoir des amendes et avoir des problèmes avec la réglementation. Aussi, donc, dans la spectroscopie, un seul technicien peut faire la tâche. Donc, un seul technicien ingénieur qui transporte l'équipement avec lui dans le terrain pour avoir le scan de la majorité des propriétés sur le champ. Par contre, pour les méthodes conventionnelles, donc, on doit avoir un technicien par méthode et c'est pourquoi donc, on doit avoir une dizaine de techniciens, etc. Et aussi la partie donc, de possibilité de transporter les échantillons, transporter les équipements avec nous dans le terrain, donc la mobilité. Par contre, pour les méthodes conventionnelles, donc on doit faire la collecte des échantillons et les envoyer obligatoirement au laboratoire, même si le laboratoire peut être dans une ville qui est très loin, donc on doit l'envoyer là-bas et attendre des semaines pour avoir les résultats, etc. Et par rapport aux précisions, donc, j'ai déjà montré que on peut avoir vraiment des modèles de spectroscopie de sol qui sont de très bonne qualité, qui sont vraiment comparables aux valeurs obtenues par les méthodes conventionnelles. Et par la suite, donc, on peut dire que si on travaille selon les normes dès la première étape, donc on peut générer des résultats de bonne qualité. Et par la suite, donc, on peut éviter de faire appel toujours à des méthodes conventionnelles chaque fois. Donc, c'est tout pour la présentation pour ce webinaire, cette série de webinaires. Donc, j'espère que vous êtes maintenant un peu introduit au domaine. Donc, vous connaissez quelque chose sur la spectroscopie de sol, l'importance de la spectroscopie de sol, comment on fait la modélisation, etc. Mais pour mieux approfondir vos connaissances, comme j'ai dit, donc, je vais partager avec vous le lien de cette publication dans le chat. Donc, c'est une publication qui a été faite par nous, donc par les collègues de GSP en collaboration avec plusieurs chercheurs dans des instituts reconnus dans le monde, donc notamment Alexandre Wadou, Leonardo Ramirez Lopez, Yifeng Ji, moi-même et mon collègue Yipeng. Donc, on a déjà publié cette publication qui existe déjà en anglais, mais j'ai fait la traduction qui vient d'être publiée la semaine passée. Donc, je vais partager avec vous cette publication en français. Donc, dans cette publication, donc, vous allez trouver tout ce que j'ai mentionné dans mes présentations euh, dès l'introduction, comment utiliser les algorithmes de programmation R dès le chargement des données et visualisation, traitement et le nettoyage des données, modélisation et par la suite, donc, comment faire la discussion, comment valider le modèle, etc. Donc, c'est une publication vraiment très riche donc, c'est aux alentours de 56 pages, mais c'est vraiment, ça contient tous les codes nécessaires à utiliser sur R, la plateforme R. Donc, ce sera vraiment une publication qui va vous aider à comprendre comment on fait, comment on modélise la partie spectroscopie de sol, etc. Mais aussi, je reste à votre disposition par email si vous avez des questions, si vous avez des besoins spécifiques. Donc, on peut vraiment répondre à toutes vos questions et essayer de vous accompagner. C'est tout de ma part. Donc, merci beaucoup pour votre assistance et pour votre patience, votre attention. Et je donne la parole maintenant à ma collègue Iman. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous. Ah, je suis toujours avec vous. Merci beaucoup, Iman. Merci.
Alors, merci Essam pour cette présentation enrichissante. Nous allons maintenant ouvrir la session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte dédiée. Et donc, avec la première question, quel est le coût moyen d'un spectroscope de paillasse et celui d'un portatif? Je m'excuse, Iman, seulement une minute parce que j'essaie de partager la publication d'abord avec les participants. Donc, Bien sûr. une petite minute. Donc, vous allez le trouver dans le chat. Donc, c'est maintenant. Donc, j'ai partagé avec vous le lien de la publication en français. Donc, vous pouvez la télécharger de ce lien. Et si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à comprendre une étape, donc n'hésitez pas à poser la question. Donc, merci beaucoup, Iman. Maintenant, je peux répondre à la question. Oui, Désolé. la question, non, pas de souci. La question, quel est le coût moyen d'un spectroscope de paillasse et celui d'un spectroscope portatif? Les coûts, c'est vraiment difficile de dire les coûts. Ça dépend du budget, ça dépend de la marque que vous cherchez. Il y a des marques de bonne qualité, donc qu'on peut avoir des équipements de paillasse aux alentours de 75 000 $ et des équipements de la même marque qui sont portables qui peuvent être vers les 30 000 $ Mais donc, on trouve aussi des équipements de low cost. Donc, on peut avoir euh, des équipements de paillasse vers les 30 000 et des équipements portables qui peuvent être seulement 6 000, 7 000 $. Donc, ça varie vraiment selon les budgets, selon la technicité, selon les marques qu'on cherche. Mais ça reste toujours la même technologie donc qu'on peut utiliser, donc qui sont de bonne qualité, les spectres. Mais aussi, il faut respecter les étapes de préparation et les étapes de contrôle de l'équipement elle-même. Donc, il y a des équipements qu'on doit placer dans des zones ou dans des chambres contrôlées, donc les conditions contrôlées, d'humidité, de température, etc. Donc, si on ne respecte pas ça, donc on peut influencer les résultats, même si on a un équipement de bonne qualité. Donc, on peut aussi fausser les résultats. D'accord, merci Aïssam. Euh, les analyses conventionnelles sont faites dans la terre fine, moins de 2 millimètres. Si vous broyez la terre, vous augmentez la surface spécifique. Quand vous comparez les résultats des nutriments, vous comparez le résultat obtenu par spectroscopie dans la terre finement broyée avec le résultat du laboratoire obtenu dans la terre fine. Ça, c'est la question en fait. Est-ce que vous comparez les résultats des nutriments obtenus par spectroscopie dans la terre finement broyée avec le résultat du laboratoire obtenu dans la terre fine? Pour être honnête, j'ai pas bien compris la question, mais je vais essayer de répondre pour préciser, pour, pour dire que dans la spectroscopie de sol, donc, on ne fait pas la mesure directement, comme j'ai déjà mentionné. Donc, j'insiste sur ça. Donc, on ne fait pas la mesure. On fait l'interpolation. On fait la prédiction en utilisant des modèles machine learning. Donc, après le broyage des échantillons, donc on est sûr qu'on a changé la structure des particules, c'est sûr. Donc on augmente les surfaces spécifiques, on augmente les surfaces d'échange, mais comme j'ai dit, donc c'est pour augmenter la représentativité des particules dans le spectre. Et par la suite, donc on sera vraiment capable de dire qu'on représente l'échantillon. Mais pour comparer avec les résultats de méthodes conventionnelles à 2 millimètres, donc ça revient au même. Pourquoi? Parce que le souci ici, c'est le modèle machine learning. Donc le modèle qui va essayer de trouver
dans le spectre infrarouge les régions où on a l'influence du changement de cette propriété particulière. Par exemple, si on parle de la concentration d'un nutriment, que- quoi que ce soit, par exemple l'azote, donc on n'a pas une région spécifique où l'azote apparaît dans l'infrarouge, mais en changeant les concentrations d'azote dans les méthodes conventionnelles, donc le modèle machine learning va essayer de trouver les régions de réponse, les régions qui varient, donc où on a une variation lorsqu'on a changé l'azote. Et par la suite, donc, il va prendre ces régions-là pour faire la modélisation et pour nous dire que c'est la région représentative. Donc, ça revient au même. Donc, les analyses réalisées par les méthodes conventionnelles à 2 millimètres, donc on doit faire les extractions, etc. Donc, par l'infrarouge, donc on fait l'interpellation, on fait la prédiction et pas la mesure directement. Donc, c'est ça la différence. D'accord, merci Aïssam. Alors, une autre question. Combien d'échantillons sont nécessaires pour faire la calibration et la validation? Oui, donc c'est une question vraiment difficile à répondre. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser un modèle machine learning déjà dès le départ, donc vous devez avoir un grand nombre d'échantillons. Donc, il n'y a pas de modèle machine learning qui peuvent être construits sur la base de 30, 50, 100 échantillons. Donc, il faut avoir des milliers d'échantillons. Pourquoi milliers d'échantillons? Parce qu'on essaie de représenter la variabilité des sols. Si on travaille sur une autre matrice, par exemple, la matrice, ça peut être par exemple des produits pharmaceutiques qui sont des produits chimiques. Donc ces produits chimiques-là, donc on est sûr que donc c'est la même variabilité. Donc qu'est-ce qui change? Ça peut le changement seulement dans la concentration d'un élément spécifique. Dans ce cas-là, donc, on peut construire des modèles sur une vingtaine d'échantillons. C'est OK, il y a aucun souci. Mais pour les sols, donc c'est vraiment variable. Donc, vous savez que si on fait le prélèvement d'un point et après 20 mètres, on fait un autre prélèvement, donc c'est sûr qu'on ne va pas trouver les mêmes résultats. Donc, c'est variable. Donc, il faut essayer de couvrir le maximum de variabilité. Donc, dans le cas d'une petite région donc, où on a, par exemple, la même nature de sol, si on veut modéliser cette région-là, une petite région de quelques kilomètres, donc on peut collecter une centaine d'échantillons, ça sera suffisant parce que on a déjà l'information que c'est la même nature de sol. Le changement, ça peut être dans quelques propriétés selon le changement donc, qui sont en permanence à cause des micro-organismes, etc. Mais si on veut modéliser un pays, par exemple, comme la Tunisie, donc on ne peut pas se suffire de son échantillon pour faire un modèle d'un pays. Donc, il faut avoir un maximum. Donc, ça dépend du budget, ça dépend des équipements qu'on a, etc. Donc, il faut essayer de maximiser le nombre d'échantillons à utiliser pour construire les modèles machine learning. Alors, merci Aïssam. On a une autre question. Comment acquérir les outils pour le MIR, TensorFlow Alpha 2 et pour le NEAR? Comment acquérir les outils? Quels outils? Normalement, comment acquérir les équipements? Donc, chaque laboratoire a sa politique d'achat spécifique, donc on ne peut pas intervenir dans ce sens-là. Pour les outils, donc, on n'a pas d'outils nécessaires pour les analyses par MIR ou par INIR seulement. Il faut acquérir l'équipement. L'équipement vient avec les porte-échantillons, etc. Donc, vous pouvez passer les analyses directement. Mais si la question concerne comment faire l'achat, donc ça dépend de la situation de votre laboratoire. Donc, il faut choisir si vous voulez partir vers une marque spécifique comme le cas que j'ai présenté ici, c'est une marque donc, qui existe dans le marché. Mais il y a d'autres marques que vous pouvez aussi acheter donc, avec un prix acceptable que celle-là. Donc ça dépend du budget, ça dépend de la spécificité de la situation de laboratoire, etc. D'accord. Et une autre question, est-ce qu'il est possible d'analyser la végétation suivant la méthode spectroscopie calibrée pour le sol? Analyser la végétation. Oui, Donc, si vous parlez de l'analyse des plantes,
Donc, on a des méthodes, on a des chercheurs qui travaillent sur une technologie parallèle. C'est le même principe, plus ou moins, c'est la spectroscopie appliquée, mais cette fois-ci, c'est appliqué aux plantes. Donc, on n'appelle pas ça spectroscopie de sol, mais spectroscopie des plantes. Donc, on a des chercheurs qui travaillent sur le développement des outils qui aident à analyser les plantes donc, en temps réel. Donc, vous pouvez donc partir directement vers la ferme, avoir un spectrophotomètre infrarouge de proche infrarouge, donc c'est portable, donc portable, la forme d'un smartphone. Vous partez vers la plante, vous scannez la feuille et l'équipement vous donne le spectre. Vous faites la projection sur le modèle déjà calibré pour cette plante et vous pouvez obtenir l'état de santé de la plante, notamment quelques nutriments, notamment la chlorophylle, etc. Mais ça dépend du modèle. Mais vous pouvez trouver des solutions similaires à celle-là pour les plantes, c'est sûr. Alors, on prend la dernière question. Est-ce que les seuils, les unités de mesure ou les référentiels utilisés pour interpréter les résultats du spectroscopie du sol sont identiques à ceux des méthodes conventionnelles? Oui, pour les seuils, de contrôle de qualité des résultats de spectroscopie de sol. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas de protocole déjà publié, donc à suivre 100%. J'ai déjà mentionné dans la première séance que dans la FAO, donc, on a un groupe de travail pour le glossolon. Donc, c'est le glossolon spec. Donc, c'est le réseau mondial des laboratoires d'analyse de sol, cette fois pour la spectroscopie. Donc, on a GlossoLinspect, c'est un groupe donc, qui est maintenant très connu. Donc, on a là-bas un groupe d'experts qui sont en train de travailler sur ce projet-là. Donc, on est en train d'établir le premier protocole de contrôle de qualité des résultats spectrales, notamment donc, on est en train de penser à faire un PT, Proficiency Testing, c'est le test interlaboratoire, donc afin de mettre en place des règles de contrôle de qualité. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de grandes choses publiées, mais ça dépend de la situation de laboratoire, comme j'ai déjà mentionné, parce que jusqu'à maintenant, pour la spectroscopie de sol, la majorité des chercheurs travaillent sur le développement. Donc, on n'a pas un grand nombre de laboratoires qui ont déjà passé à la partie commercialisation. Donc, tous les chercheurs maintenant sont en train de développer de nouveaux modèles, d'améliorer la qualité de modèles, d'améliorer la qualité de prédiction, faciliter la tâche de modélisation vers la prédiction par la suite, donc en développant des plateformes, etc. Mais pour la partie commerciale et la prestation de services, donc il y a peu de laboratoires maintenant dans le monde, notamment dans l'Australie, dans l'US, donc dans les États-Unis, donc ils sont maintenant en train de faire la prestation de service par la spectroscopie. Donc, et c'est pourquoi donc à la FAO, donc à la GSP, on est en train d'encourager plus de pays à adopter cette technologie et de faire la transition dès le développement donc qu'on a déjà vu. Donc, tout le monde maintenant est capable de développer cette technologie vers l'utilisation quotidienne et vers la prestation de service. Donc, pour la prestation de service, donc, on aura besoin de protocoles de contrôle de qualité, de seuil, d'acceptabilité et de rejet de résultats. Donc, jusqu'à maintenant, chaque laboratoire fait ses propres protocoles de contrôle de qualité. Ça dépend de la situation, ça dépend des modèles obtenus, ça dépend des valeurs de validation obtenues. Donc, vous pouvez accepter ou rejeter un modèle. Donc, c'est une discussion entre les gens de laboratoire, les chercheurs dans le domaine de spectroscopie, mais plus précisément les gens de la chimie de sol, donc soil chemistry, donc qui sont les gens plus capables de dire si on peut accepter ou rejeter un modèle ou une prédiction ou une analyse. Donc, en quelque sorte, donc on fait la projection des mêmes protocoles qu'on a dans les méthodes conventionnelles sur les méthodes spectroscopiques, avec un seuil d'acceptabilité de l'erreur, par exemple, de 5% à 10%, selon le cas, selon le laboratoire, selon les pays. Donc, on n'a pas, comme j'ai dit, donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de publication vraiment à suivre, mais vous pouvez développer votre protocole de contrôle de qualité au lab interne. D'accord. Merci beaucoup, Hassan. Et donc, C'est bon. c'était la fin des questions. Euh, Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe organisatrice, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre participation.
vos questions pertinentes et vos contributions tout au long de ces 3 sessions de formation sur la spectroscopie des sols. Et donc, ce webinaire marque la fin de ces sessions de formation sur la spectroscopie des sols. L'enregistrement et les présentations seront bientôt partagés sur le site du Glossolan ou le site du JSP. Un grand merci à Essam d'avoir partagé son expertise avec nous. Et donc, portez-vous bien, restez, restez à l'écoute de nos formations et à très bientôt pour un prochain événement Glossolan. Au revoir. Merci beaucoup, Iman, pour la modération des séances. Donc, merci pour le temps que tu as fourni afin de nous accompagner. Et je tiens à rappeler les participants que j'ai déjà partagé le lien de la publication que vous pouvez télécharger. Et vous pouvez commencer à lire et commencer à faire des applications de départ. Et si vous avez besoin de plus d'informations, on est à votre disposition donc, pour vous aider, vous accompagner. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci Bye beaucoup. À bye. bientôt. Bye bye.